Pour toutes ces informations, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir pour parler du dialogue politique. Nous avons le plaisir de recevoir Pape Fara Diallo. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Der. Alors, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes également partie prenante de ce dialogue en tant que personne ressource. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, Le consensus politique sénégalais, une arlésienne. Très bonne question. On va essayer de répondre à cette question avec cette interview. Vous allez nous dire tout d'abord votre première impression à l'ouverture de ce dialogue. Comment vous l'avez senti? Oui, je sens un grand engagement de la part de l'ensemble des parties prenantes. Et ce qui est très salutaire, c'est qu'effectivement, pour cette fois-ci, on sent qu'il y a des raisons d'espérer que ce dialogue puisse aboutir à de vrais consensus, parce que la démarche en amont qui a présidé à l'organisation de ce dialogue a été une démarche qui contrastait avec ce qu'on avait l'habitude de voir par le passé. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce dialogue, Pape? D'abord, le caractère inclusif. C'est un dialogue qui quand même a été initié par le chef de l'État dans la tradition de l'institutionnalisation de la journée du 28 mai par le président Macky Sall comme journée nationale du dialogue. Et cette fois-ci, comparé aux autres appels au dialogue, il y a des termes de référence qui ont été partagés quasiment un mois avant l'ouverture officielle du dialogue, et l'ensemble des parties prenantes ont pu effectivement apporter des contributions pour challenger les termes de référence. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on présentait la nouvelle version des termes de référence, les organisateurs ont tenu compte des inputs et des suggestions de l'ensemble des parties prenantes, et ces suggestions ont permis quand même d'améliorer le package de points sur lesquels doivent porter les discussions. On va parler de ces inputs, mais avant cela, ce dialogue, selon vous, est-il inclusif quand on sait qu'il y a une partie de l'opposition qui n'a pas répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, mais également qu'il y a même eu un contre-dialogue ou un dialogue alternatif au relais Route de Ouakam. Ce dialogue, donc, sera-t-il inclusif, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il est inclusif? Oui, le dialogue est inclusif du point de vue de la démarche. Personne ne peut nier le fait que la démarche a été particulièrement inclusive, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, en amont du dialogue, des termes de référence ont été élaborés, des ébauches de termes de référence, et ça a été partagé à l'ensemble des parties prenantes, y compris à ceux qui aujourd'hui ont décidé de ne pas participer au dialogue pour des raisons politiques qui sont les leurs. Donc du coup, du point de vue de la démarche, le dialogue est clairement inclusif. Mais même du point de vue de la représentation aujourd'hui, durant la cérémonie d'ouverture du dialogue, vous l'avez dit, c'est une partie de l'opposition qui a décidé de ne pas participer au dialogue. Mais une partie aussi importante de l'opposition a effectivement participé au dialogue. Des membres de l'ancien régime, des membres éminents de l'ancien régime ont participé au dialogue. Des présidents d'institutions, d'anciens ministres de l'ancien régime ont effectivement participé au dialogue, ont même pris la parole durant l'ouverture durant la cérémonie d'ouverture du dialogue. Donc, la société civile, les acteurs culturels, les cultures urbaines, les familles religieuses, personne ne peut nier le caractère inclusif du dialogue, d'abord dans la démarche, en amont, mais aussi, même du point de vue de la représentation, l'ensemble des forces vives de la nation ont quasiment pris part à ce dialogue. Effectivement, on peut regretter le fait que le parti APR ne puisse pas et décider de ne pas participer à ce dialogue, mais cela n'enlève en rien le caractère inclusif de ce dialogue, parce que d'autres forces de l'opposition ont effectivement pris part à ce dialogue. Alors, docteur Pape Fara Diallo, docteur d'État en sciences politiques, maître de conférence, je le disais, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le contenu du dialogue cette fois-ci, que peut-on espérer en termes de réforme
majeurs du système politique sénégalais à l'issue du dialogue? Beaucoup de choses pourraient être prises en charge dans le cadre de ce dialogue-là, parce que les termes de référence ont clairement identifié 3 axes, les droits et les libertés publiques, le processus électoral, mais aussi les réformes institutionnelles pour renforcer notre système démocratique. Et je crois que si on arrive à l'issue de ce dialogue à débattre de toutes les questions qui sont inscrites comme point à discuter dans chacune des 3 paquets thématiques que je viens de citer, et que si on arrive à trouver des consensus forts, ça pourrait permettre de consolider notre système démocratique et par ricochet spécifiquement notre système électoral. Il est clair que quand on a reçu les termes de référence, les ébauches de termes de référence, on s'est rendu compte que quasiment 70% des points qui sont inscrits dans ce dialogue touchent directement ou indirectement le processus électoral. Mais on a essayé de voir dans quelle mesure élargir le spectre pour intégrer d'autres points de réforme nécessaires pour pouvoir améliorer notre système de gouvernance, notre système démocratique. Et effectivement, il a été heureux de constater que les termes de référence stabilisés, la dernière version des termes de référence, intègre de nouvelles thématiques qui n'entrent pas, du moins qui ne sortent pas des 3 paquets thématiques, mais qui permettent d'enrichir et d'ajouter des points qui, à coup sûr, permettraient de renforcer le système. Et justement, quels sont les inputs qui sont revenus le plus souvent? C'est jusqu'au 4 juin. Et avec ces inputs, j'espère que vous allez pouvoir terminer à temps les travaux. Mais très probablement, il y a la rationalisation des partis politiques, le financement de ces partis politiques, mais également le statut du chef de l'opposition. D'ailleurs, dans le top 10 des points qui reviennent le plus au niveau des contributions de l'ensemble des parties prenantes à ces termes de référence-là, ce qui vient en première position, c'est la question de la rationalisation des partis politiques. Et qui dit rationalisation des partis politiques parle forcément aussi de la question du financement public des partis politiques, mais aussi de la question du statut du chef de l'opposition. D'abord sur la question de la rationalisation des partis politiques. Le président de la République l'a dit ce matin. Le Sénégal compte plus de 380 partis politiques. 386 partis, je pense précisément, il a dit. Voilà, et seuls 14 seraient en... Et seuls 14 seraient en règle, d'après la Direction générale des élections, d'après le ministère de l'Intérieur. Seuls 14 seraient en règle. Donc ça veut dire que si le chef de l'État ou l'autorité décidait de faire appliquer la loi strictement, la loi de 1981, on n'aurait que 14 partis. On n'aurait que 14 partis politiques. Et d'ailleurs, il faut rappeler que lors des travaux de la commission nationale de réforme des institutions, présidée à l'époque par feu Amadou Makhtar Mbow, on avait envoyé des cartons d'invitation à l'ensemble des partis politiques via le ministère de l'Intérieur. Et le rapport de la commission nationale de réforme des institutions révèle que 77 cartons d'invitation ont été renvoyés parce qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas d'adresse. Donc pour défaut d'adresse, rien que pour cela, c'était un moyen que l'autorité aurait pu exciper pour pouvoir suspendre ou supprimer certains partis politiques. Donc je crois que l'enjeu pour rationaliser les partis politiques, c'est de trouver un consensus sur une nouvelle charte des partis politiques, comme cela existe dans d'autres pays. On a notre loi de 1981 qui mérite d'être revue, qui mérite d'être dépoussiérée en intégrant de nouvelles problématiques qui intéressent la gouvernance partisane. Et à l'issue de cela, on pourrait demander à toutes les formations politiques de se conformer à cette nouvelle législation. Et si des partis politiques décident de ne pas se conformer, l'autorité pourrait prendre des mesures, parce que ces mesures seraient issues de ce dialogue qui est largement consensuel. Le deuxième point, c'est sur le financement public des partis politiques. C'est un point qui est agité depuis très longtemps dans le débat public, mais pour la première fois, l'État décide de prendre à bras le corps cette problématique-là. Donc on espère qu'à l'issue du dialogue, un système transparent de financement public des partis politiques permettrait aux partis qui accepteraient de se conformer à la législation de pouvoir bénéficier du financement des partis politiques. Parce que les partis politiques sont le critérium de la démocratie. Les partis politiques jouent un rôle extrêmement important pour la démocratie. Donc dans beaucoup de pays africains comme ailleurs, voilà, les partis politiques bénéficient d'un financement public. Un autre point, le dernier point, c'est le statut. Justement, c'est là où je voulais en venir.
Comment est-ce qu'on va faire? C'est la représentation parlementaire qu'on va prendre comme jauge, ou bien c'est la présidentielle, celui qui est arrivé deuxième? Comment ça va se passer selon vous? Cette question a été posée au médiateur de la République en 1999. Le professeur El Hadj Mbodj était alors médiateur de la République et il avait fait un benchmarking en allant visiter d'autres pays, y compris le Canada, entre autres pays. Et dans le rapport sur le statut de l'opposition et le financement public des partis politiques qu'il a publié en 1999, il y avait deux possibilités. Effectivement, comme vous le suggérez, soit que le chef de l'opposition soit constaté par l'électorat. C'est-à-dire, soit c'est celui qui arrive deuxième à l'élection présidentielle, soit que c'est le chef dans le protocole républicain. Il doit avoir un droit de consultation, il doit être consulté par le président de la République en cas de surtout des questions d'enjeux. Comme on le fait dans les grandes démocraties. Entre autres points que nous avons développés dans ce livre, qui revient en détail sur des propositions concrètes pour, si on veut aller vers l'institutionnalisation du statut du chef de l'opposition, il y a des propositions qui ont été faites dans ce livre. Et effectivement, selon qu'on est dans un régime présidentiel ou qu'on est dans le régime parlementaire. La question du régime politique, c'est aussi une question qui a été posée. La nuance entre le régime politique justement, et le système politique. certains veulent éviter que l'on tombe dans ce piège entre réforme du système politique ou du régime politique. Oui, le régime politique est beaucoup plus vaste. Du moins, le système politique est beaucoup plus vaste que le régime politique. Le régime politique, on n'a pas besoin, même parfois, d'aller au-delà de la Constitution. La Constitution règle la question du régime politique. Et si on se fie à la Constitution du Sénégal actuellement, il y a des éléments de présidentialisme et des éléments de régime parlementaire parce qu'il y a moins d'action réciproque entre l'exécutif et le législatif, mais les pouvoirs exorbitants qui sont confiés au président de la République, qui sont des pouvoirs constitutionnels, font qu'on est de fait dans un régime présidentialiste, parfois même hyper-présidentialiste, mais que les aménagements constitutionnels, les arrangements institutionnels font que nous sommes dans le cadre d'un régime parlementaire parce qu'il y a des moyens d'action réciproque entre l'exécutif et le législatif. Donc on dit qu'en théorie du droit constitutionnel, qu'on est dans le cadre d'une séparation souple des pouvoirs, alors que si on était dans une séparation stricte, il n'y aurait pas de moyens d'action entre l'exécutif et le législatif. Alors le chef de l'État a donné des garanties qu'il n'y aura pas de tabou, mais aussi qu'il n'y a pas d'agenda caché. Voilà, c'est ça. C'est extrêmement important. Ça, c'est par rapport à la sortie du ministre conseiller juridique du président de la République, pour ne pas le nommer, Sidi Alpha Ndiaye. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas effectivement fondé à penser qu'il y a déjà quelques réformes qui sont dans le pipeline et qui vont être déroulées juste après ce dialogue? Je ne pense pas qu'il y ait un agenda caché pour deux raisons. La première raison, c'est que, puisque vous avez cité le ministre conseiller juridique du président de la République, tous les points qu'il a eu à évoquer lors de sa sortie sont des points qui étaient déjà, pour une grande partie, dans le programme de gouvernance de la coalition Diomaye président. Donc il n'y a pas de surprise si on voit qu'une fois arrivés au pouvoir, ils essaient d'implémenter ces réformes institutionnelles à travers probablement une modification de la Constitution. Le deuxième point, c'est que la majeure partie de ces éléments qu'il a évoqués sont inscrits à l'ordre du jour du dialogue politique. Donc ça veut dire qu'à l'issue du dialogue politique, où les différentes parties prenantes à ce dialogue, ils vont discuter, échanger, il y aura des aspects qui ne seront pas validés, d'autres seront validés, mais il est clair que s'il y a un agenda, c'est un agenda qui est très clair, qui n'est pas caché, c'est que le parti PASTEF et la coalition Diomaye président avaient déjà évoquer des possibilités de réforme du système politique sénégalais et du système électoral en particulier, notamment le fait d'aller vers une CENI en lieu et place de la Sénat, le fait d'aller vers une cour constitutionnelle pour remplacer le Conseil constitutionnel, ce qui permettrait aux citoyens d'avoir un pouvoir de saisine, entre autres réformes majeures du système politique qui vont nécessiter la révision de la Constitution. Donc, il n'y a pas d'agenda caché. Pour la deuxième raison qui me fait dire qu'il n'y a pas d'agenda caché, c'est qu'on n'est pas en contexte de crise. On est en contexte
en contexte de paix et que on n'est pas en perspective d'une élection quelconque. Ou du moins d'ici les années à venir. Dans l'immédiat. Donc le président... Si le calendrier républicain est respecté, c'est 2027 pour les locales. Hein? Donc du coup, il n'y a rien... parce que rien qui presse. Les dialogues qui étaient organisés au Sénégal, c'était des dialogues qui précédaient à quelques encablures près une élection présidentielle. Et malheureusement, cette fois-là, on s'est rendu compte à chaque fois, il y avait un agenda, soit on voulait faire passer le parrainage, soit on voulait réhabiliter des opposants politiques qui étaient condamnés, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'élection en perspective, on est en contexte de paix, on n'est pas en contexte de crise, donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'agenda caché et que la volonté du chef de l'État, quand il a fait appel à l'ensemble des forces vives pour discuter sur le système politique, c'était une volonté sérieuse de réforme et qu'on espère qu'à l'issue de ces concertations, il y aura des propositions consensuelles qui permettront à coup sûr de renforcer le système démocratique sénégalais. Alors, dernière question, c'est promis, la régie qui fait pression, Barthélémy Dias qui trace sa voie. Hein, vous l'avez écouté, il a lancé son mouvement qui va certainement aboutir à un parti politique au moment où on parle de rationalisation, encore un parti. Barthélémy Dias qui trace sa route, donc je disais, avec Sénégal Bignou-Bok. Qu'est-ce que vous en pensez? Différent de Sénégal Bignou-Bok. Voilà. En fait, ce n'est pas très surprenant parce qu'il y avait une sorte de diarchie, pour ne pas dire dualité, à la tête de Taxawu Sénégal. Et qu'il était clair que après l'élection présidentielle où Khalifa Sall était candidat et que voilà, il a eu le score qu'il a eu et que pour les législatives aussi, Barthélémy Dias était tête de liste d'une coalition, je dirais, hétéroclite. Mais on n'a pas senti effectivement le soutien décisif de Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal. Donc on pouvait effectivement faire une analyse très lucide et comprendre que cette diarchie ou cette dualité à la tête de Taxawu Sénégal n'allait pas perdurer et que clairement Barthélémy Dias allait chercher à tracer sa voie. Le rapport entre, j'abuse, hein, le rapport entre consensus et dialogue? Le dialogue doit produire le consensus. Le consensus, c'est un produit du dialogue. Donc si le dialogue est mené sous de bons auspices, si le dialogue est mené de bonne foi, il peut effectivement déboucher sur des consensus durables. Et vous répondez à votre propre question dans cet ouvrage préfacé par le professeur Babacar Kanté, Dr Pape Farah Diallo, le consensus politique sénégalais, une arlésienne. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.